Alors Founé, d'abord merci d'avoir accepté notre invitation, merci de nous honorer par ta présence. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour présenter ton livre Je t'aime plus loin que la galaxie, dans lequel tu racontes l'histoire de cette mère qui a perdu son enfant et qui fait tout pour ne pas sombrer. Malgré la dureté de cette épreuve, malgré la tristesse, elle s'efforce de garder la tête hors de l'eau. Et donc tu racontes le destin de cette femme au courage extraordinaire, de cette femme au cœur rempli d'amour pour sa fille, qui a trouvé le courage d'écrire. Et c'est d'autant plus touchant, d'autant plus bouleversant que cette histoire, Founé, c'est la tienne. Tu as perdu ta petite fille, Amina, de 7 ans, celle que tu appelais ma petite pomme caramel d'amour. Et donc je salue vraiment ce courage-là, de poser par écrit tes sentiments, d'avoir pu poser par écrit ce que tu as enduré. Alors avec tes mots, avec tout le temps que tu jugeras nécessaire, tu vas nous raconter ton récit, ton histoire, et donc comment tu as pu traverser cette épreuve si douloureuse. Je t'en prie. Alors déjà, merci à vous pour cette invitation. J'ai écrit ce livre qui est un témoignage en hommage à ma fille Amina, qui est partie à l'âge de 7 ans et 11 mois, il y a maintenant 3 ans. Donc ce livre, c'est une expérience personnelle sur le deuil. Donc j'aborde différents thèmes, mais également je parle surtout d'espoir, de foi, de résilience et de l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant. C'était le 14 août 2021. Je me suis rendue à la base de loisirs, tout simplement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, ma fille est décédée. Voilà. On partait pour une très très belle journée qui s'est très mal terminée. Donc je me suis rendue dans cette base dans les environs de 16 heures. Donc ma petite fille et moi, ainsi que mes autres filles, on passé un très très bon moment. Et arrivé à 18h30, hein, presque au moment de rentrer, ma petite fille me dit Maman, est-ce que je peux me mouiller les pieds ?» Tout simplement. Elle détestait le sable sur ses pieds. Et donc je lui dis Bien sûr, il n'y a pas de souci, en sachant que on était vraiment proche de l'eau. Donc tout simplement, je l'ai autorisée. Et ne la voyant pas revenir, je me suis inquiétée. Donc quelques minutes après, hein, 1, 2 minutes après, donc je me suis levée, j'ai vu le premier maître nageur qui se trouvait à ma droite. Tout simplement, je lui ai dit que je ne trouvais pas ma fille, qu'elle était juste là, juste un instant en fait. Et là, en fait, ce qu'elle me dit, c'est juste incroyable, c'est vous vous occupez pas de votre fille, vous vous occupez pas de vos enfants. Et là, je lui dis, mais là n'est pas la question, il y a une urgence, voilà, il y a une urgence, donc videz le bassin, faites une annonce, en faites quelque chose. Et cette femme-là décide de ne rien faire en fait. Vraiment, aucune recherche, rien, parce qu'elle estimait que ça faisait pas si longtemps que ça et que ma fille n'était pas forcément dans l'eau. Donc suite à ça, vu qu'elle n'était pas du tout réactive par rapport à ce que je lui disais, donc j'ai continué mes recherches. J'ai vu ensuite un deuxième maître nageur qui se trouvait à ma gauche. Ils ont vu une maman en larmes, mais ils n'ont pas réagi plus que ça. Et ce qui était très étonnant, c'est que le troisième maître nageur que j'ai vu est quand même le responsable. Et quand je lui dis quand même qu'il faut quand même faire quelque chose, il me dit que non, que c'est lui le responsable, qui va fermer la base à 19h et pas avant. Et je lui dis, mais si ma fille se trouve au fond de l'eau, comment on fait? Et en fait, il fait un geste juste incroyable. Il hausse les épaules, mais ils ne font rien. Là, il était 18h30, Ouais, oui, d'accord. complètement. 18h30 même passé, Ouais, bien passé, hein. ouais, Quand je vois le troisième maître nageur, il est presque 45. ok. Voilà. Pour lui, il estimait que 19h, c'était Donc pas ça faisait si déjà longtemps que 15 ça. minutes que Ça la faisait déjà petite avait 15 disparu. minutes, Ouais. exactement. Alors que voilà, ça coûtait rien de Mm. vider le bassin ou de faire au moins une Mm. annonce. Surtout que dans le livre, tu mentionnes Oui. qu'auparavant, enfin quelques heures avant, Oui, le bassin avait été vidé pour un cas similaire. bien sûr, le bassin a été vidé, donc c'était dans les environs de 17h30. Une petite fille blanche, Mm. je peux le dire. Mm. Ils ont vidé le bassin, ils ont fait une annonce. Et Mm. pour ma fille, non, il n'y a pas eu d'annonce, Et ils n'ont pas tu vidé le penses qu'il y a bassin. qu'il y Oui, a je pense une fortement. relation, hein. Bah, dès la première fois, quand je m'adresse au premier maître nageur et que tout de suite elle me dit Ouais, vous ne vous occupez pas de ouais. vos enfants, alors que elle ne me connaît pas. Mm. C'est-à-dire que moi, pour moi, elle m'a jugé tout de suite. Oui, d'accord. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. Tout de suite, elle m'a jugé. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ouais, donc moi, j'ai continué les recherches avec l'amie qui m'accompagnait, avec ma plus grande fille également. D'autres personnes que je ne connais pas se sont mis à chercher ma fille, que je remercie d'ailleurs. 19h arrive. 19h arrive. Donc là, je vois les 3 maîtres nageurs
prêts à partir en fait, hein. Il y en a un qui a carrément le parasol sur le dos. Et quand, en me voyant arriver en fait, l'un d'entre eux me dit alors vous n'avez toujours pas retrouvé votre fille? Et je leur dis non, 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 j'ai toujours pas retrouvé ma fille. Et c'est que à ce moment-là qu'ils se décident d'aller dans l'eau et pas avant. Donc là on est 19h bien passé. Et donc une fois qu'ils vont dans l'eau, moi je continue mes recherches ailleurs, sauf que j'entends un bruit de sifflet vraiment très très fort qui retentit. Donc ce que je fais, le réflexe pardon, que j'ai, c'est que je me retourne et là je vois un maître nageur qui sort de l'eau avec ma fille. Là c'est juste horrible, c'est un moment très 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 pénible. Et voilà, donc là tout s'enchaîne bien évidemment. Là les secours viennent très rapidement, hein. Voilà. Donc on retrouve ma fille et quelques minutes après on me dit que c'est la fin, tout simplement. Le premier maître nageur, la première femme en tout cas, elle se met par terre, hein. Par terre, toute rouge, en train de pleurer. Je vois qu'elle est très 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 mal. Après c'est vrai que je me préoccupe pas d'elle, hein. C'est vraiment, je m'occupe plus de ma fille et j'espère vraiment qu'elle puisse s'en sortir à ce moment-là. Mais j'ai cette image-là. Ensuite, je vois les 3 maîtres nageurs avec d'autres personnes, comme s'ils étaient en train de se concerter en fait, hein, entre eux, en train de discuter, voilà, clairement. Tu es amené dans un camion de pompiers? Donc je retrouve mes 2 filles dans ce camion et à un moment donné, j'appelle quand même mon mari, voilà, et je prends mon courage à 2 mains, je lui explique que notre fille a eu un accident. Par la suite, je décide de ne pas rester dans ce camion de pompiers. Pour moi, c'était pas possible d'y rester en sachant que ma fille était pas loin de moi. Donc ce que je fais, c'est que je ressors, je décide d'être à ses côtés, donc je lui tiens la main droite. Et mon mari arrive peu de temps après, il fait la même chose en fait, hein. Il lui tient la main gauche et puis on espère qu'elle va s'en sortir en fait, hein. Malgré tout on espère. Donc c'est un moment très difficile, très douloureux. On sait que là, les minutes comptent, hein. Et à environ 20-25 minutes plus tard, on nous dit que c'est la fin. Que c'est la fin. Donc là, voilà, un moment très 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 douloureux, très difficile à vivre. Le monde vraiment s'écroule. Pour moi, c'était aussi une incompréhension en fait. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? 3 maîtres nageurs, ils ne bougent pas, ils ne font pas d'annonce, ils ne vident pas le bassin, en sachant que quelques heures plus tôt, ils l'ont fait pour quelqu'un d'autre. Alors je me dis à ce moment-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Entre ma fille qui me dit qu'elle va juste se mouiller les pieds et la retrouver au fond de l'eau, moi tout de suite en fait, je veux voir les caméras en fait. Je veux savoir ce qui s'est passé pour ma fille. Et quand on me dit à l'audition que les caméras elles sont non exploitables, c'est là que je comprends que oui, effectivement, il s'est forcément passé quelque chose, c'est pas possible. Elle est transférée à un hôpital? Alors oui, elle est transférée dans un autre hôpital. Donc moi aussi, je pars dans un hôpital avec mes enfants. On te met dans un camion de pompier On met dans un camion qui de pompiers. t'emmène dans un hôpital Exactement, où tu penses retrouver ta fille exactement. et arrive sur place, Non, en fait, finalement, tu n'es pas au bon hôpital. je ne suis pas au bon hôpital. Moi, je demande tout de suite ma fille, en fait, à quel moment elle arrive. Et non, en fait, ma fille n'arrive pas. Et je me demande, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Et donc, je tombe sur un personnel de santé qui me dit, qui me propose des anxiolytiques. Voilà. Qui me propose des anxiolytiques. Alors moi, je comprends pas. Et je lui dis non, non, c'est pas ce que je veux, en fait. J'ai pas besoin de ça. Lui était au courant de la situation? Donc, avant que tu m'en oui, parles? il est au courant de la situation. C'est-à-dire que moi, quand je vais le voir, il sait déjà ce qui s'est passé. Okay. C'est ça qui est incroyable. Moi, je ne le connais pas. Et donc, il me propose des anxiolytiques, etc. Je dis non. Non, non, c'est pas ce que je veux, en fait. Moi, je veux avoir les idées claires, je veux savoir ce qui se passe. Donc, je refuse ces médicaments-là et puis je reste pas, en fait. Je reste pas, je rentre chez moi. Donc, je rentre chez moi, un moment très difficile aussi, parce que je rentre... on part pour une très belle journée et puis on rentre, il en manque une. Il manque ma fille. Donc je rentre chez moi et là, voilà, avec toute ma famille, j'y retrouve mon mari aussi. Voilà, j'y retrouve mon mari et c'était voilà, très 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 compliqué. Et donc là, beaucoup de monde? Alors, énormément de monde, c'est-à-dire que moi j'arrive, il est à peu près 23h et ce soir-là, en fait, il y a du monde chez moi. C'est-à-dire que les gens viennent. Alors je comprends, ils sont au courant de la situation, donc ils veulent présenter les condoléances, ils veulent soutenir, ils veulent être là.
Sauf que moi, à ce moment-là, je ne suis pas bien parce que je viens juste de perdre ma fille, parce que c'est l'incompréhension, parce que je ne sais pas où elle se trouve. J'ai plein de questions dans ma tête, mon monde s'écroule. Et en fait, voilà, les personnes viennent une par une, certaines me disent bah, c'est la vie. Sauf que Il y a des réponses on très l'entend pas. maladroites. On l'entend pas quand tout juste l'après-midi, on faisait des courses pour cette belle journée. On n'entend pas ça, c'est la vie. C'est trop tôt. On ne l'entend pas en tout cas. Et moi, je voulais me retrouver avec mes enfants, mon mari, mes frères et sœurs, mes parents. Et c'est vrai que il y avait du monde, donc on n'a même pas le temps de souffler quelque part. Et c'est pas méchant, parce que c'est vrai que certains pourraient mal le prendre. Mais c'est vrai que pour moi, c'était trop tôt. Voilà, pour recevoir autant de monde. Alors que j'étais perdue, que mes enfants aussi étaient perdus, ils avaient besoin de moi. Ça a duré pendant plusieurs jours. J'ai reçu énormément de monde. Et dans notre culture, c'est assez fréquent et j'ai envie de dire, c'est la normalité. Mais moi, étant une personne déjà très discrète, très dans mon coin, je n'ai pas l'habitude de recevoir autant de monde. J'ai senti ça un peu comme une intrusion. Voilà, clairement, parce que dans toutes les chambres, au salon, enfin voilà. J'ai ressenti ça vraiment comme une intrusion. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, le lendemain, j'ai pris mes enfants, j'ai dit mettez vos chaussures, mettez vos baskets. Les gens ne veulent pas sortir, nous on va sortir. Parce que j'ai senti dans les yeux de mon fils, en le regardant, que ça n'allait pas. Je regardais ma fille, je me disais mais ça ne va pas du tout. Surtout que quand il y a un deuil pareil, en fait la perte d'un enfant, c'est vrai que les gens sont souvent focalisés sur la maman et pas sur les enfants. Voilà, alors que les enfants aussi, c'est très très difficile pour eux. Donc c'est pour ça que je suis sortie avec mes 3 enfants, donc le premier qui avait 16 ans, et ma fille 14 ans et ma petite dernière qui avait 6 ans à l'époque. C'est dur, on va essayer de surmonter ça ensemble en fait. Là mon fils de 16 ans, voilà, il n'osait pas peut-être pleurer devant tout ce monde-là. Il s'est écroulé, il s'est écroulé, il s'est lâché et je dis lâche-toi, t'as raison, lâche-toi. Ma fille pareil. Et par la suite, il y a mon frère qui nous a rejoints, mon frère qui est décédé d'ailleurs, qui nous a rejoints et qui a vraiment dit des très belles paroles, qui a rassuré les enfants. Donc vraiment, qu'Allah lui fasse miséricorde. Voilà, c'était ma façon à moi de... Enfin, c'était une solution que j'ai trouvée en fait. D'extérioriser, de préserver sa mémoire. Voilà. Et toi, tu aimais écrire aussi? Oui. Alors, moi, j'écris depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que j'ai toujours extériorisé mes émotions par l'écriture. Donc, c'est pour ça que naturellement, j'ai écrit ce livre, en fait. C'est venu naturellement. 6 mois après le décès de ma fille, moi, j'avais besoin d'écrire des poèmes, des textes. Vraiment, ça me faisait vraiment du bien. Et aussi, lui écrire des petites lettres. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, je lui écrivais des petites lettres. Et c'est vraiment... C'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui? Oui, je le fais toujours. Je le fais toujours, mais ça me fait du bien. Et vraiment, je m'écoute, tout simplement. Je pense qu'il faut s'écouter aussi. Parce que c'est vrai que quand on vit un deuil, alors on le vit déjà différemment, voilà, c'est propre à chacun, comme je dis. Et moi, en fait, l'écriture, ça a toujours été une façon d'extérioriser, un apaisement. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, bien évidemment. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la foi. C'est de savoir que ma fille, elle est très bien là où elle est, bien évidemment. Il y a l'entourage bienveillant qui compte. Il y a le fait de ne pas rester seule. Alors j'aime bien rester dans mon coin, je suis assez solitaire, mais dans ces moments-là, il ne faut pas trop, justement. Il ne faut pas sombrer davantage. Il ne faut pas sombrer, exactement. Donc moi, ce que je faisais, c'est que déjà, je sortais tous les soirs pendant 1 heure, je faisais une petite marche toute seule pour méditer, ça me faisait vraiment du bien. Ça fait partie des conseils que tu donnes à la fin du livre aussi. Exactement. Les conseils que j'ai écrits dans ce livre, c'est ce que j'appliquais en fait. C'est ce que j'appliquais, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment aidé. Le fait d'être même dans un groupe de parole, discuter avec d'autres mamans endeuillées, d'être dans une association. Vraiment, éviter l'enfermement. Je pense que tout de suite, on a envie, quand ça arrive pour certaines personnes, tout de suite, on se renferme, on s'isole. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la mauvaise chose à faire. Parce que ça peut tout de suite dégénérer, vraiment.
Donc voilà. Et le fait de lire aussi, beaucoup lire des livres, les livres sur les prophètes. On médite beaucoup dessus, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ces histoires et on se dit, ok, tu as vécu une épreuve très difficile, mais regardons un peu plus haut ce qu'ont vécu les prophètes. Donc ça m'a aidé également. Avant de commencer l'interview, je te l'ai dit, j'ai dit que tu étais très forte de raconter ça et que tu avais surmonté l'épreuve d'une manière que d'autres mères n'auraient pas pu faire. Et puis voilà, si Allah t'a réservé cette épreuve-là, c'est aussi parce que tu en étais capable. Et d'un côté, on peut se dire que maintenant ta petite pomme caramel d'amour, elle est au paradis et elle a sa place là-bas. Donc sa place est sûre. C'est ça. Et puis toi maintenant, tu n'as qu'une envie, c'est de tout faire pour pouvoir la revoir. Exactement. Donc c'est aussi un beau message d'espoir que tu mentionnes dans le... C'est exactement ça. Je pense que dans notre communauté, en tout cas, le souhait de chaque parent, la finalité en fait de l'éducation qu'on donne à nos enfants, la finalité, c'est que notre enfant est au paradis. C'est la finalité. On a cet espoir. Et Allah, il est juste. C'est vrai que dans mon cœur, je peux ressentir de la douleur, de la tristesse. Mais à contrario, moi, j'ai ce bonheur dans ce cœur, j'ai cette certitude et pas cet espoir. Ouais, c'est ça. J'ai cette certitude que ma fille est bien là où elle est. Et ça donne comme un équilibre en fait. Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment... Mais tu as ce réconfort-là de se dire c'est un grand réconfort en fait. Pour une mère comme moi qui cherchait partout sa fille, qui ne savait pas où elle était, qui avait peur du danger, dans cette base, ensuite, qui recherchait sa fille en fait encore dans les hôpitaux, qui avait peur pour elle. Là, j'ai plus peur en fait. Là, je sais où elle se trouve et je sais qu'elle est entre de bonnes mains. Voilà. Donc, ce qui peut maintenant peser, c'est le manque, finalement. Voilà, mais de se dire que la vie est courte et que tu la retrouveras certainement bientôt. En tout cas, on te le souhaite. Inch'Allah. avec celui qui l'appelait ma copine. Exactement. Exactement. Et dans cette épreuve-là, dans toute épreuve, il y a une sagesse. C'est vrai qu'au début, on a du mal, c'est difficile. C'est normal. Mais avec le temps, on voit il y a tellement de... on se rend compte des bienfaits de cette épreuve. Aussi difficile qu'elle soit, en fait, on voit vraiment les bienfaits. J'en ai vu tellement. Et alors, je ne souhaite pas ça à chaque parent. C'est un récit poignant qui permet aussi à d'autres parents de surmonter cette épreuve. C'est pour ça que je l'ai écrit. C'est vraiment aussi pour aider d'autres personnes qui vivent cette situation. Vraiment les aider à garder espoir. Parce que c'est tellement difficile et comme je te disais en off, c'est tellement tabou. Il y a tellement de choses tabou, on n'ose pas en parler, on n'ose pas déranger aussi. Et non, il faut savoir dire les choses. Et parmi les tabous aussi, il y a l'après, celui d'aller voir des spécialistes, des gens qui sont formés pour ça, qui sont armés pour ça. Tout à fait. C'est très tabou dans la communauté d'aller voir un psychologue ou un autre spécialiste, mais on est humain et on a besoin de ça aussi, d'être à l'écoute de gens qui sont neutres. Oui, parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que oui, la foi aide énormément. Ça, c'est primordial. Il n'y a même pas à débattre dessus. Mais le fait de voir un psychologue, pour moi, ça a été vraiment très important. Je ne le regrette pas du tout. Un mois après le décès de ma fille, donc, je décide de voir un psychologue. Et je me dis, j'ai fait le bon choix. Et c'est vrai que certaines personnes me disaient, mais pourquoi tu vas voir un psychologue ? Moi, je suis là si tu veux discuter. Tu n'as pas besoin d'aller voir un psychologue. Ou alors d'autres pouvaient me dire, mais place ta confiance en Allah. Place ta confiance en Allah. Ce n'est pas la peine de gaspiller de l'argent, d'aller voir un psychologue. Ou d'autres où je pouvais entendre, mais ça c'est pour les Blancs. Ça c'est les Blancs qui vont voir les psychologues. Donc voilà, j'entendais vraiment de tout. Il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ça. Sauf que moi, auparavant, déjà j'ai toujours été intéressée par la psychologie, etc. Donc je savais que ça allait forcément me faire du bien. Ton livre aussi, il a été utilisé en université. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu des retours que tu as eus ? Pour les personnes qui ont étudié mon livre, donc c'est des personnes qui sont en master de psychologie, comme tu le disais, très touchant. Ils ont eu un plaisir de travailler dessus et surtout, certains disaient que ça parle de deuil, mais c'est incroyable, c'est que ce qu'on ressent dans le livre, c'est pas juste le deuil, c'est l'amour.
surtout. c'est l'amour qui Ouais. ressort. Et voilà, c'est à peu près ces retours que j'ai, en tout cas que voilà, les gens ont vraiment apprécié ce livre-là. Et sûrement pour rebondir par rapport au livre, c'est vrai que j'ai eu d'autres retours aussi de personnes qui me disaient mais c'est un livre sur le deuil, mais c'est vrai que on a l'habitude de voir des livres en noir, voilà, qui font un peu peur, etc. Et c'est vrai que la couverture, on ne dirait pas que c'est le sujet qui va être abordé. Et au final, en fait, on me dit souvent que il est dur, à la fois il est magnifique. Voilà. Donc ça me touche énormément. Parce que je ne voulais pas justement un livre où on parle juste de la mort, etc. Je Non, au voulais contraire. aussi Alors, c'est préserver aussi, sa ouais. mémoire. Et voilà, c'est une réalité en fait. Le deuil, ce n'est pas juste cette partie noire. Mm. Le deuil, c'est aussi les souvenirs. Le deuil, c'est aussi les beaux moments qu'on a pu passer ensemble. Le deuil, c'est aussi l'enseignement qu'on peut tirer. C'est un bienfait qui nous mène vers le haut, en fait. Donc, c'est aussi en phase avec sa personnalité. c'est ça, À Amina aussi, complètement. joyeuse, Exactement. serviable, Ah oui, qui est très touchant quand tu mentionnes le traitement qu'elle réservait à sa grand-mère, qu'elle voyait pour la première fois. première Ça, fois, c'est oui. vraiment très touchant. Elle était très... Ou son attrait pour le maquillage, pour te bien apprêter, Ah oui, c'est ses vrai. relations avec sa tante. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont. Voilà, et donc ce livre-là, il résume bien aussi ce que tu veux faire passer Oui. et en quoi il est en phase avec son caractère et sa personnalité à elle. Exactement. Moi, c'était important de parler d'elle. Je ne pouvais pas écrire ce livre sans parler d'Amina. C'est un hommage à ma fille, donc forcément, donc je parle d'elle, de qui elle était comme petite fille. Il y a beaucoup d'Amina. Franchement, c'est juste la couverture, en fait. Hein. C'est ses couleurs. Juste le titre, c'est ce qu'elle me disait tous les soirs. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi qu'il y ait aussi des anecdotes de sa vie, puisqu'elle est partie très jeune, elle est partie à 7 ans et 11 mois. Et je sais très bien qu'avec les futures générations, avec le temps, on oublie. Voilà. Et donc moi, je ne voulais pas justement qu'on oublie qui elle était. Donc pour mes enfants, mes petits-enfants, Bien sûr. voilà, Oui, c'est un qu'il y ait un héritage petit aussi, bout que de son histoire. reste, Voilà. reste Son en his- vie. Voilà, que son Ouais. histoire reste. On a tellement de livres, de personnes qui ont marqué le temps. Voilà, donc moi, Amina, elle a marqué ma vie et j'ai voulu écrire un livre. C'est vraiment, c'est primordial. En tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Et puis faire des activités avec les enfants, c'est-à-dire que pendant le mois du Ramadan, cette même année-là, voilà, le sujet, c'était le paradis. Voilà, donc j'aborde à chaque fois différents sujets. Et voilà, c'était le paradis, ce qui fait qu'on a beaucoup travaillé sur le paradis. D'ailleurs, on est venu à la boutique acheter des livres à ce moment-là. On écoutait beaucoup des anachides, etc. Ouais. Donc voilà, on a vraiment tout vu sur le paradis, et ce qui fait que c'était vraiment facile pour ma petite dernière, enfin facile, c'est un grand mot, mais en tout cas, elle a un petit peu saisi ce qu'était le paradis, et le fait de savoir que sa sœur se trouvait là-bas. Ça la rassure aussi. Ça la rassure énormément, énormément. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Alors, c'était un mercredi. Ma petite dernière, elle était en train de dessiner. Donc, elle était avec la trousse. Elle a pris la trousse d'Amina. Il y a plein de crayons. Et elle était en train de dessiner tranquillement. Et donc, j'étais vers elle. Je lui ai dit, mais c'est pas ta trousse. Pour voir ce qu'elle allait répondre, en fait. Elle me dit, oui, je sais, c'est la trousse d'Amina. Je dis, oui, c'est la trousse d'Amina. C'est ses grandes couleurs. Elle me dit, oui, maman, mais tu sais, elle a des couleurs qu'on n'a jamais vues. Tu le sais bien. Et je sais pas, elle m'a fait pleurer. Elle m'a fait pleurer. Ouais. Elle me dit, bah, elle a des couleurs qu'on n'a jamais vues, maman, tu sais très bien. Et en fait, je me dis, waouh, ce que j'ai dit avant, c'est resté, en fait. Et elle imagine sa sœur très très bien. Donc, c'est rassurant. Et j'avais aussi cette question que j'aime bien poser, mais pourquoi El Beïna? Déjà, voilà. Pourquoi avoir choisi d'éditer chez El Beïna? Est-ce que tu as une histoire avec cette librairie? J'avais l'habitude de venir ici aussi avec mes enfants, parce qu'on a beaucoup de choix pour les enfants. Pourquoi El Beïna? Pour tellement de choses, en fait. Hein. Déjà, 2 semaines après le décès de ma fille, en fait, je me suis rendue dans cette librairie. Et en fait, je recherchais un livre, je recherchais quelque chose qui pourrait m'apaiser, vraiment.
j'avais ce besoin voilà, de lire. Et donc voilà, donc, je cherchais quelques livres. Je suis tombée sur 2-3 livres qui m'ont intéressée. Et je me suis rendue directement à la caisse. Et là, le libraire, très gentil, il me dit « Attendez ». Alors moi, j'attends. Donc, il va au rayon des livres et ensuite, il revient avec un livre à la main et en me disant « Tenez, c'est offert ». Je dis « C'est sympa, c'est gentil ». Et quand je regarde le livre, donc le titre, c'est « Pour ceux qui ont perdu un être cher, un enfant ». Là, je suis choquée à l'intérieur. Mais je le regarde, en fait. Bon, il a dû pas comprendre. Mais j'étais tellement choquée. Je me suis dit, mais si c'est pas un signe, ça, si c'est pas un signe, ce libraire ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Oui, il ne connaissait pas l'histoire, finalement. Il ne connaît pas mon histoire. Et il m'offre ce livre. Et là, je me dis, mais c'est un signe, en fait. C'est un signe. Donc, mon amie qui m'attendait au parking, je lui raconte l'histoire. Elle me dit, non, mais c'est un signe, c'est pas possible. Et donc là, je me dis, Dieu est grand, il entend ma douleur, il sait ce que je ressens. Et à travers ce livre, forcément, ce livre va me faire du bien. Donc c'est ce que je fais, je rentre à la maison, etc. Donc 2 jours après, pour moi c'est 2 jours après, je lis ce livre. Et là, pour moi, ce livre, il est juste incroyable parce que j'ai mes réponses sur certaines questions et surtout, il m'apaise. Il m'apaise énormément. Donc ce livre, je l'ai toujours avec moi d'ailleurs. Je le lis de temps en temps parce que il n'y a pas de mots en fait. Hein. C'est un livre qui me touche beaucoup. Voilà. Suite à ça, je suis revenue encore plusieurs fois. Hein, je lâche pas. Je suis revenue à Al-Baïna encore, cette librairie. Et cette fois-ci, je cherche toujours des livres. Hein, donc je cherchais un autre livre et je suis tombée sur une sœur qui, elle, cherchait des hijabs, tout simplement. La personne qui était ce jour-là, alors je ne sais pas comment il s'appelle, hein, je n'ai pas de nom, mais en tout cas, le libraire m'a dit « Est-ce que tu peux t'occuper de la sœur Tu connais la maison ?» il m'a dit. Tellement je viens souvent. Et donc, pour le coup, cette sœur-là, du coup, oui, tu as besoin de quoi comme foulard, etc. Donc, elle me dit celui-ci, elle essaie le foulard. Voilà, donc je lui dis, c'est bon, elle a trouvé ce qu'elle voulait, c'est bon. Et donc je vais en caisse, moi, j'ai pris mon livre, je vais en caisse. Et donc je retrouve cette jeune femme en caisse. Et là, en fait, elle a toujours son foulard sur la tête. Et donc son foulard, j'ai oublié de préciser, c'est moi qui le mets sur sa tête. Hein, parce qu'elle ne savait pas comment on mettait. Bon, je retrouve cette femme, je la retrouve, cette jeune fille, pardon, à la caisse. Et là, elle me dit, et je lui dis, vous avez oublié de... Non, mais votre foulard, parce qu'elle ne portait pas le voile. Hein. Elle me dit non, je le garde. Je décide de le garder. Alors là, moi, je me mets à pleurer. En fait, j'ai plein d'anecdotes. Plein d'anecdotes. Encore une fois, je viens avec ma fille. Donc cette fois, ce n'est pas pour moi. Si je cherche un livre pour ma fille, pour mes filles. Et là, je vois... l'imam Mehdi, je crois. Voilà. Je ne savais pas qui serait là. Donc, du coup, je lui demande conseil, etc. Par rapport au livre, par rapport... Est-ce qu'il a des conseils à donner pour les enfants? Donc, il m'oriente, super gentil, etc. Donc, je lui parle un petit peu de moi, je parle un peu de mon histoire. Et là, c'est fort, en fait. Il se met à faire des invocations pour mon père, pour mon frère. Et je sors de cette boutique, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux parce que mon frère aimait beaucoup cet imam et que le dernier message qu'il avait mis sur son Facebook, le dernier message de mon frère, c'était justement un message de cet imam-là. C'est une vidéo sur une janaza. Et mon frère, en fait, avant de décéder, c'était sa dernière vidéo. Et il aimait beaucoup cet imam-là. Et de me dire, en fait, que je suis encore à Al-Baïna, qui fait des invocations pour mon frère. Ouais. Ah, il y a quelque chose ici. Ouais. Ouais, c'était quoi? En fait, c'était c'est très touchant. C'est très touchant. En fait, c'est plein d'éléments qui sont imbriqués. Il y en a tellement. Au final, je ne pourrais pas, en fait. C'est possible. Ouais, tellement. Et à chaque fois, je ne m'y attends pas. Donc, pour ça, en fait, parce que c'est une librairie, quand on rentre, je pense que tu l'as sûrement entendu, on sent la baraka.
sent la baraka quand on rentre à Almeida. Donc voilà. Donc quand j'ai terminé l'écriture de mon livre, donc j'ai terminé en juillet, j'ai envoyé mon manuscrit au mois d'août, le 14 août précisément à Thomas, la date de décès d'Amina. Je dis je vais lui envoyer cette date-là. Donc je lui envoie le 14 août et il me répond le 23 août. Donc très rapidement. Alors moi je me suis dit je vais attendre 6 mois, 8 mois, le temps qu'il le lise. Et quand j'ai reçu une réponse quelques jours après, c'est vrai que j'étais très surprise et très très contente en fait. Qui me disait qu'en fait que le livre était magnifique et qu'il voulait bien l'éditer. Alors là, c'était une grande joie. Une grande joie. J'arrivais pas à y croire, comme dans un rêve. Voilà, donc après, ça s'est très très vite, tout s'est enchaîné très rapidement. Et au mois d'octobre, j'ai été publiée au mois d'octobre. Voilà. Bon, on arrive à la fin de cette petite interview. D'accord. Donc merci beaucoup Founé Merci à toi. pour ta présence et puis pour ton histoire. Et puis on espère encore une fois que ce livre va consoler aussi beaucoup de parents qui sont dans cette situation, apporter beaucoup d'espoir aussi et renouer avec le dialogue. Parce que beaucoup de parents sont dans cette retenue ou bien sombrent facilement. Oui, tout à fait. Donc toi c'est un message d'espoir que tu apportes là. Donc on te remercie énormément. Et puis on espère que ce livre-là se trouvera dans beaucoup de librairies et beaucoup de bibliothèques. Merci beaucoup, merci à vous.